Memphis Depay qui va rentrer, qui a un la frappe. Quel but! Oh, quel but! La frappe. Memphis Depay, héros de ce lieu de Paris Saint-Germain. Incroyable! 1-0! Il est incroyable ce Juninho, c'est le meilleur tireur de coup franc de la planète. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Let's Go. Merci d'être là pour cette première. Let's Go, c'est donc un talk show sur l'actualité de l'Olympique Lyonnais. On sera là tous les mardis soirs pour tenter de faire le tour des infos sur l'OL, même en confinement. Il y a toujours de quoi débattre. Moi, c'est Val, et pour débattre, d'ailleurs, je suis pas seul. Je suis entouré ce soir de Jonathan. Salut Jo. Salut à tous. Il y a Antoine aussi avec nous. Salut Antoine, tu vas bien ? Salut. Clément aussi est présent ce soir. Bonsoir Clément, ça va, pas trop dur le confinement ? Salut, c'est bon. Nickel, le confinement, on s'occupe comment? Et enfin, Mathias sera là aussi pour cette première. Salut Mathias. Salut. Voilà, ça c'est le 5 majeur à présenter. N'hésitez pas, vous qui nous écoutez et qui nous rejoignez, à participer sur le chat de Twitch ou sur le hashtag Let's Go sur Twitter. On fera en sorte de répondre à vos questions ou vos arguments. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche du stream, on va parler ce soir de Florian Maurice, de plus en plus proche de Rennes, des joueurs possiblement sur le départ, et enfin de cette finale de Coupe de la Ligue, encore très floue. Encore merci d'être avec nous. On commence tout de suite avec cette info de l'équipe ce matin. On en parlait déjà depuis quelques temps. Florian Maurice est tout proche de devenir le directeur sportif de Rennes. Donc avant toute chose, un petit tour de table les copains. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'OL de voir partir Flomo ? Donnez aussi votre avis sur le chat, n'hésitez pas. Antoine, qu'est-ce que t'en penses ? Pour moi, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Après, faut voir à quoi ça va laisser place. Est-ce qu'on va avoir droit à un vrai renouveau ? Ok. Voilà. Et Clément, tu t'en penses quoi toi ? C'est pareil, il y a les deux côtés, mais pour moi ça peut être plutôt. Et Joe ? Bonne nouvelle également, on développera un petit peu après, mais ouais, je suis plutôt satisfait. Et enfin, toi, Mathias ? Moi, au contraire, je pense que c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour l'instant. À voir, okay. Mais... Ok, donc je vois qu'il y a débat. Joe, tu disais que c'était une bonne nouvelle. Pourquoi pour toi c'est une bonne nouvelle ? C'est une bonne nouvelle parce que ça va permettre à l'OL d'avoir une opportunité de construire une organisation beaucoup plus coordonnée. On l'a vu depuis l'arrivée de Juni. On a vu Florent Maurice et Juni qui étaient un peu deux têtes qui, on va dire, avaient chacune leur idée dans la direction sportive. On a vu dans le recrutement, Juni avait des idées, Florian Maurice en avait d'autres. Finalement, ils ne suivaient pas la même logique et à chaque fois on se demandait quelle recrue, de qui allait. Et finalement, dans le club même, on avait du mal à comprendre une certaine cohérence. Donc derrière, Florian Maurice, c'est assez normal, il a pris beaucoup de grades au cours des dernières saisons. Donc forcément, en voyant Juni arriver, il n'avait pas forcément envie de céder du pouvoir. Mais dans un club, à un moment donné, il faut savoir mettre en place des hiérarchies. Et là, malheureusement, c'était pas trop le cas. Et on avait un directeur sportif, Juni, qui n'arrivait pas finalement à imposer ses idées. Donc à partir de là, il y avait des choix à faire. Et Florent Maurice espérait avoir le poste de directeur sportif à l'OL, on va pas se mentir. Donc l'OL a plutôt tranché en faisant confiance un maximum à Juni. Donc Florent Maurice s'est senti obligé de partir. Derrière, l'OL va avoir l'opportunité de vraiment construire quelque chose de coordonné. Donc c'est-à-dire, normalement, dans un club qui fonctionne bien, le directeur sportif, il fait le rôle d'information avec l'entraîneur. L'entraîneur lui dit ce dont il a besoin en termes de recrues. Et derrière, le directeur sportif va insuffler l'idée à la cellule de recrutement. Et là, il faut espérer qu'on aura une organisation comme telle. Ouais, et toi, Mathias, t'étais plutôt pas d'accord. Pour toi, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Je regrette d'abord qu'il y ait une espèce de guerre d'ego qui n'ait pas été résolue entre les différents membres, les différents dirigeants du club. Par exemple, on parlait d'après Bilal Ghazi, donc que ce soit les transferts de Thiago Mendes et de transferts avortés de Bennacer et le transfert réalisé de JRA qui soient les plus gros points d'orgue à la scission entre Juninho et Flo Maurice. Et je pense qu'on peut regretter que les deux n'aient pas su collaborer plus longtemps parce que d'un côté, Maurice a jamais voulu élargir sa cellule quand il était seul, ni prendre officiellement le poste de DS. Et de l'autre, Juninho est arrivé dans un cadre totalement sain, qui était totalement logique pour un club comme l'OL. Donc je regrette que ça se soit pas arrangé entre les deux. Et aussi je regrette le timing parce qu'on est à un mois d'un mercato qui s'annonce historique en termes de tournure que ça va prendre pour les prochaines saisons à cause de la crise actuelle et de la crise à venir.
Et c'est dommage qu'on le perde à un mois de ça, quoi. Et on n'a pas apparemment de remplaçant, on n'a pas d'idée fraîche, quoi. C'est plutôt lui qui part que nous qui le laissons partir. Il y a quand même des gens qui laissent entendre que l'OL ne se laisserait pas faire sur le dossier et que Maurice ne pourrait partir que cet hiver. Puisque l'OL est en droit de se poser des questions aussi en termes de concurrence par rapport à Rennes. Hein. C'est un peu, on est presque sur de la concurrence déloyale de débaucher un directeur de cellule de recrutement à un mois du mercato. Quid de la data qu'a Florian Maurice? Est-ce que Florian Maurice est en droit de partir avec? C'est une bonne question quand même en termes de concurrence. Si on parle d'entreprise pure, on est limite sur de la concurrence déloyale. Donc à voir si ça va se faire dès cet été ou est-ce que ça va attendre cet hiver aussi, quoi. Ouais, on voit qu'en interne, ça bouge beaucoup pour le remplacer. En tout cas, on parle d'un rôle important de la part de Gérard Houllier, mais aussi on parle de Juninho, forcément. Est-ce que vous pensez que l'avis de Juni va être prise en compte sur le choix du futur directeur du recrutement? Oui, partiellement. C'est-à-dire que, mais je pense qu'en fait, on va avoir un peu la même situation que pour Rudy Garcia quand on a dû faire un choix pour l'entraîneur en octobre. C'est-à-dire que voilà, il va y avoir une sélection qui va être faite en amont, et là, on a bien compris que c'est Gérard Houllier qui va la faire. Bon, faut quand même reconnaître que Gérard Houllier, il a quand même un réseau. Malheureusement, c'est vrai que Juni, il a pas mal de qualités, notamment en connaissance de ballon rond, mais il n'a pas forcément ce réseau qui lui permet aujourd'hui d'aller chercher des recruteurs d'une certaine renommée. Donc voilà, Gérard Houllier va... aussi, hein. C'est là que je trouve ça dommage, c'est que, encore une fois, on voit que c'est Houllier qui a la main, comme pour Rudy Garcia. On a fait venir un directeur sportif et il n'a pas la main sur les dossiers sportifs importants. C'est-à-dire que Juninho, on le sait, quand il a fait son stage avec l'UEFA, il disait l'OL est mal structuré au sens où il n'y a pas assez de recruteurs. Il a vu des clubs où il y avait des centaines de recruteurs mis à disposition du directeur sportif. Et là où on a l'occasion de restructurer, on se retrouve avec le réseau Houllier. On sait que pour Houllier, la priorité, c'est pas forcément l'OL non plus. Hein. On n'oublie pas qu'il a un rôle chez Red Bull. C'est quand même dommage qu'on donne ce genre de décision à quelqu'un qui n'a pas forcément l'OL comme priorité. Je pense aussi que Olas ira consulter son ami Lacombe, même s'il n'a plus de fonction officielle. Donc c'est encore les deux vieux dinosaures, sans vouloir leur manquer de respect, qui vont prendre la main sur le sportif, alors qu'on a fait venir Juninho pour apporter du neuf. C'était justement l'occasion de donner à Juninho toute l'importance de la cellule de recrutement qu'il voulait avoir, quoi. Alors oui, ok, alors t'as raison sur un point, bon, il va falloir voir comment ça va s'articuler exactement, hein. Mais en attendant, celui qui a le plus de réseau au club, ça reste Gérard Houllier. Donc à la limite, qu'on le laisse bosser là-dessus, moi je trouve ça normal. Maintenant, il va falloir voir derrière exactement ce qu'il va faire. Pour l'instant, on peut pas dire que Gérard Houllier nous a sorti plein de bonnes idées depuis qu'il est là. Mais par contre, comme tu l'as dit, il vient de chez Red Bull, et Red Bull, ça reste la référence en termes de politique sportive dans le monde du foot, hein. Aujourd'hui, c'est clairement la référence. Donc moi, je me dis que là, dans ce cas-là, un Gérard Houllier, s'il était quand même assez malin, qu'est-ce qu'il fait? Il passe 2-3 coups de fil à Red Bull, voilà, on est en recherche, au moins aider est-ce que vous pouvez nous conseiller 2-3 mecs qui sont bons dans le domaine? Et après, c'est là où Juni, je pense, doit intervenir. Par contre, voilà, la vraie question, c'est est-ce que Juni va avoir juste à dire ok, je choisis entre 3 noms, ou est-ce qu'il va vraiment accompagner Gérard Houllier dans la démarche jusqu'au bout? Ça, c'est encore une question à laquelle c'est difficile de répondre, quoi. Après, n'oubliez pas aussi que voilà, c'est ce qui se disait, pardon, en tout cas sur l'équipe ce matin. C'est Houllier qui aura l'occasion de distribuer quelques noms, mais c'est bien Juninho qui donnera aussi son choix et son avis, donc j'imagine que son avis va compter. Bah, oui, je pense. En plus, Juni et Houllier, ils s'aiment bien. Houllier fait venir Juninho à New York Red Bulls. Il voulait faire venir à Aston Villa quand il était manager d'Aston Villa. Et Juni, il y avait une époque quand il était... on commençait à entendre parler de Juni au retour aux commandes en tant qu'entraîneur adjoint de l'OL. Il y a eu une époque où on évoquait la paire Houllier-Juninho. Donc je pense qu'il y a vraiment ces deux personnes qui s'entendent bien. Maintenant, on est dans un rôle de décisionnaire. Est-ce que la liste restreinte de Houllier sera imposée à Juninho et il devra choisir dans ce nom-là, ou est-ce qu'ils vont travailler ensemble à établir une liste? C'est là que ça va jouer en fait. C'est là qu'on va se dire comment ils vont travailler ensemble. Et j'aimerais bien que sur ce sujet-là, le club soit transparent. Le problème, c'est que la transparence à l'OL, ces derniers temps, c'est pas vraiment ça, quoi. Et Clément, t'en penses quoi, toi? Quid de qui pourrait le remplacer, Florian Maurice? Est-ce qu'on devrait prendre un profil similaire ou différent de Florian Maurice, pardon?
Bah, là, comme ça, j'ai pas de nom qui viennent en tête parce que je suis pas hyper calé sur le réseau Ouais, du en monde du termes recrutement, de etc. profil pur. Mais En termes de profil ouais, pur. ouais. Après, en termes de profil, je pense pour moi, il faut que Juninho vraiment, enfin, ils prennent quelqu'un qui est pas exactement les mêmes idées que lui, tu vois, mais quand même qui soit dans la même ligne générale, qui puisse quand même amener d'autres, enfin, qui soit pas aussi loin que Maurice l'était. Enfin, tu vois, je veux dire, il faut pas qu'il y ait deux têtes comme il y avait Maurice et Juninho. Il faut que les deux soient en harmonie. Parce que pour une cellule de recrutement, ça paraît quand même assez essentiel. Je veux dire, là, c'est ce qu'on dit, il y avait une guerre d'ego, etc. C'est compliqué de gérer un club comme ça. Donc, en termes de profil, ouais, voilà, c'est ce que je dirais. Il faut quelqu'un qui soit dans la même idée générale de Juninho, pas forcément exactement les mêmes idées, parce que s'ils ont tous les deux les mêmes idées, ça sert à rien. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de contradiction, mais voilà, pas quelqu'un non plus complètement opposé. Ouais. On a pu voir d'ailleurs sur Twitter qu'on parlait de Bruno Chéroux, hein, s'il fallait citer au moins un nom. Ça sort un peu de nulle part cette info. Qu'est-ce que t'en penses toi, Antoine? Je pense qu'elle sort pas totalement de nulle part. Bill Gazi hier disait dans son live qu'il y a déjà 4-5 noms de cochers. Chéroux, il a eu comme entraîneur, enfin il a travaillé avec Houillet quand il était à Liverpool. Je pense qu'il s'apprécie bien. Après, un nom comme Chéroux, moi ça me descend un peu. C'est un mec, tu vois, on parlait de gens qui ont du réseau. Chéroux aujourd'hui il est directeur de recrutement, mais pour les féminines au PSG, je sais pas quels sont ses contacts dans le monde du foot masculin. C'est un jeune nom. Est-ce que c'est une bonne idée de prendre quelqu'un de jeune dans une structure qu'on veut faire grandir? Je suis pas convaincu. Oui, et puis je pense qu'il faut quand même prendre du recul là sur les noms qui vont sortir. Ce qui se passe, c'est que là, ça y est, on sait que l'OL va rechercher un responsable de recrutement. Là, on commence à voir sortir des noms, Bruno Chéroux. J'ai vu passer d'autres noms également, enfin, qu'on m'a fait remonter. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que là, il y a plein de mecs opportunistes qui vont envoyer un CV à Winnie pour postuler au poste. Mais concrètement, est-ce que ces mecs-là intéressent l'OL? On n'en est pas là. Et en fait, Bruno Chéroux, je suis quasi sûr qu'il rentre dans cette lignée-là. C'est-à-dire que c'est un mec, de ce qu'on m'a dit, bon, assez plutôt feignant, arrogant. J'ai du mal à imaginer que Houillet puisse se dire, et globalement que l'OL puisse se dire, on va remplacer Florian Maurice, qui est un charbonneur, par un mec qui, a priori, n'est pas une référence dans le milieu, quoi. Donc je pense qu'il faut quand même temporiser là-dessus. Et on va en entendre beaucoup des noms, hein, surtout du football français, des mecs opportunistes qui vont tenter leur chance. Mais je pense que ça va être une réflexion assez longue, quand même. Ouais, en Ouais, tout cas, c'est ça. un peu comme, pardon, Val, c'est un peu comme Gourvenec quand on a voulu changer d'entraîneur, tu vois, le genre de gars qui est pas exceptionnel, mais qui s'est dit, on va quand même essayer. Ouais, typiquement. Ouais, en tout cas, ça s'active pour le remplacer, ça on l'a bien compris. On risque d'avoir plus de news hein, dans les jours à venir. Là aussi d'ailleurs, ça va pas tarder à s'activer pour le mercato de Lyon. Hein. Il y aura sûrement quelques départs, on s'en doute. De gros dossiers chauds, bien sûr, cet été avec Memphis Depay, Moussa Dembélé ou encore Oussem Aouar, évidemment. Mais d'autres aussi un peu moins chauds, notamment les joueurs les moins en vue cette année et dans les autres saisons. Bon, répondez hein, dans le chat aussi, n'hésitez pas. Les gars, si vous vouliez voir un seul joueur partir, ce serait lequel? Toi, Mathias? Moi, ce serait plutôt Bertrand Traoré. Jonathan? Maxwell Cornet. Clément? Fernando Marsal, bon. Et enfin, Antoine, toi, tu penses à qui? Bah moi je pense à Marcelo. Ouais, bah, moi, je vais te rejoindre, je t'avoue, Antoine. Je vais te rejoindre pour Marcelo. Je pense que c'est peut-être le plus important de le voir partir. On va commencer à parler. Vous avez dit Traoré et Cornet. Je pense que c'est pas mal d'allier les deux là, parce que c'est les deux ailiers droits du club. Donc pour vous, ça veut dire que on devrait totalement enlever les ailiers droits de l'Olympique Lyonnais et les changer. Alors les remplacer totalement, prendre Toko Ekambi. Qu'est-ce que vous en pensez? Au contraire, je pense qu'il faut pas enlever les ailiers droits, il faut acheter des ailiers droits parce qu'on ait Cornet, Traoré, Toko Ekambi, ça c'est des joueurs d'axe qui peuvent jouer sur le côté droit ou gauche et ça c'est quelque chose qu'on a recruté en masse à l'OL, c'est une spécialité apparemment. Et il faudrait des ailiers droits et gauche aussi de métier ou alors passer en une formation comme le losange qui permet de mettre deux attaquants de pointe un peu plus électrons libres et du coup d'avoir des vrais ailiers quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, mais après tout, qu'est-ce qui serait de mal à repasser au 4-4-2 à l'OL? Moi je vois pas le problème. Bah, tu vois, quand tu moi, vois ça les me joueurs plairait qui ont le milieu totalement, de terrain, il y a largement de quoi faire un 4-4-2 à l'OL. De qualité en plus, je pense. Ça permettrait de donner les clés du camion à un vrai 10, soit qu'on achète, soit qu'on met en place.
Je pense qu'il n'y a rien de mal aujourd'hui à changer de formule. C'est une formule en plus sur laquelle on n'arrive plus à produire de jeu. Ça fait des années que l'OL essaye de maintenir ce 4-3-3 et il fonctionne pas quoi. Donc il est peut-être temps de revoir les choses. Ah, moi je te rejoins complètement là-dessus, c'est juste que force est de constater qu'on a tendance à utiliser ces joueurs d'axe qui peuvent jouer sur un côté, justement sur leur côté, alors que leur force est plutôt dans l'axe. Tout ça c'est Traoré, Cornet, Toko Ekambi, ça c'est des joueurs qui sont formés dans l'axe. Oui, Et bah, donc, ouais, qui ont donc été c'est ça. recrutés. Donc, soit il faut les utiliser comme ça, soit il faut des vrais ailiers, quoi. Et du coup, puisqu'il va falloir en laisser partir, si on décide de passer en losange ou une formation à 2 pointes, on va en avoir trop. Et donc là, par tranche de qualité footballistique, je tranche pour enlever Bertrand Traoré qui n'a pas prouvé, qui n'a pas justifié son transfert depuis ces quelques années à Lyon pour moi. Il a pas progressé surtout en fait. Ouais, et même régressé, je pense. Bah vous voyez, alors je suis pas totalement d'accord avec vous là-dessus. Alors je rejoins Mathias sur le fait qu'il faut quand même maintenir des ailiers dans l'effectif. D'une part parce que même si on envisage de jouer en losange, c'est très rare qu'une équipe en fait elle se dise ok je garde tous mes ailiers, je garde que mes attaquants. Parce que dans une saison, une équipe va parfois avoir besoin de repasser en 4-3-3, 4-2-3-1, j'en sais rien, parce que face à des adversaires ça peut être plus approprié selon les blessures, etc. Donc je pense que c'est quand même toujours bien d'avoir l'opportunité d'avoir des ailiers tout en pouvant jouer éventuellement en losange si c'est le choix de l'entraîneur. Par contre au niveau du joueur, donc moi Traoré quand même j'aurais tendance à le garder. En tout cas c'est pas le départ prioritaire que je choisirais, dans le sens où ok il est très irrégulier, mais le prime de Traoré pour moi il est quand même bien plus haut que le prime de Cornet. Parce qu'aussi Cornet voilà, ça fait très longtemps qu'il est là. On a vu qu'il y a des vraies limites, voilà, tête dans le guidon, techniquement ça vole quand même pas très haut. Traoré, même si, bon, on sait que mentalement il est vraiment fébrile, on sait que dans une bonne période il peut vraiment être très fort, il peut vraiment porter l'équipe. Et Cornet, bon, on le fait jouer un coup ailier, qui est pas son poste de prédilection, un coup arrière gauche. J'ai à chaque fois l'impression en fait qu'il prend une place dans le groupe. Que ce soit Gouiri en attaque, que ce soit Melvin Barr en arrière-gauche. Je me dis qu'en fait c'est un gars qu'on ne sait pas comment l'utiliser avec brio, du coup on l'utilise un peu partout, mais au final voilà quoi, on peut pas dire qu'il a une plus-value importante dans l'équipe, donc ce serait le premier joueur que j'enlèverais, sachant que pour moi Traoré est quand même le seul vrai ailier de l'effectif. Cornet, non. Ouais, Cornet, il sait à peu près tout faire en effet. Donc toi tu libères un peu. En fait tu libères Cornet parce qu'il est trop polyvalent et du coup tu penses que tu libérerais des places non. en enlevant Cornet. En fait, pour moi, c'est un faux polyvalent, dans le sens où c'est pas parce qu'un joueur est plutôt pas trop mal à un poste ou plutôt pas trop mal à un autre poste que ça en fait un joueur polyvalent. Pour moi, un joueur polyvalent, c'est un joueur qui est bon partout. Cornet, c'est pas le cas. Je pense que son meilleur poste, c'est clairement l'attaque de pointe. En ailier, j'ai jamais été convaincu. Arrière gauche, pas top non plus. Donc à partir de là, je me dis c'est un joueur qu'on essaye de faire jouer un peu partout, mais il est bon nulle part finalement. Donc pourquoi le garder quoi? Alors ouais, d'ailleurs, t'as John Doe 0069, pardon, un PP, salut d'ailleurs. Cornet a une énorme expérience pour son jeune âge, il est polyvalent, puissant, rapide, bon esprit, il faut absolument capitaliser dessus pour le vendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais, en partie oui. Après, si on compare purement avec Cornet et Traoré, pardon. Traoré, le problème qu'il a, c'est qu'il a un salaire expansif à Lyon, c'est-à-dire qu'il prend des majos chaque année. L'année prochaine, il devrait prendre encore une majo. Il y a aussi le problème de la masse salariale, c'est qu'on va recruter dans un contexte difficile. Il a une masse salariale, il représente un salaire plus important que celui de Cornet aujourd'hui. Voilà, moi choisir entre les deux dans une logique où on va être purement financier cet été, parce qu'il faut pas se mentir, la crise on va quand même la sentir passer. Moi c'est pour ça que je libère Traoré aujourd'hui plutôt que Cornet quoi. Ouais, bon bah en tout cas, dans tous les cas, je pense qu'il y en a un des deux qui va sauter, sûrement les deux. Voilà, dans le chat, ça parlait de 4-4-2 aussi, avec Aouar qui peut jouer un peu plus sur le côté. Un autre dont on a parlé, c'est Marcelo, évidemment. Est-ce que c'est un départ logique au vu de tous les problèmes qu'il y a eu cette saison avec lui? Oui, je pense que les problèmes avec les supporters sont réglés, ça permet de blanchir un peu le dossier. Mais il arrive à une fin d'histoire. En plus, il prend une place d'extra-communautaire. On sait que Juninho, il a très envie de faire venir des jeunes brésiliens du style de Guimaraes. Il y avait des noms cet hiver qui avaient filtré déjà sur des défenseurs brésiliens, mais qui avaient des passeports, qui n'avaient pas de passeport européen, donc qui ne pouvaient pas venir.
Donc je pense que Marcelo, c'est de la fin de l'histoire. C'est bien que ça se soit réglé avant la crise et qu'il puisse partir sur une note un peu plus positive. Mais voilà, il est temps de tourner la page, pour lui comme pour nous, je pense. Ouais, après j'ai quand même un doute sur. Je suis plutôt d'accord qu'il faut le vendre. Maintenant, est-ce qu'on va vraiment le vendre? Parce que bon, on va pas se mentir, vu comme on est parti, Rudy Garcia va rester la saison prochaine. Faut pas oublier que Marcelo a quand même mis sur le banc Andersen sur la fin de saison. Je l'explique parce que tout simplement Marcelo, on va dire, est beaucoup plus adapté lorsqu'il est dans une défense, on va dire, positionné davantage en bloc bas où il y a de la densité. Lorsqu'il n'a pas trop à défendre dans son dos, c'est pas plus mal pour lui. Et dans ce système-là, on va dire qu'il a fait le taf. Et face à Andersen finalement assez irrégulier, est-ce que l'OL va se dire ok, je vends Marcelo? Je me demande, sachant que la situation c'est bien amélioré quand même sur les derniers mois. Ok, je suis pour le vendre. Est-ce que l'OL va le vendre? J'ai des doutes. Il y a une bonne question d'ailleurs sur le chat là, de Loki24. Un défenseur central confirmé, et ça l'a portée de l'OL finalement. Ouais, c'est ça le doute moi que j'ai, parce que si on vend Marcelo, on n'a plus que Denayer et Andersen. Et voilà quoi. Et est-ce qu'on va recruter un défenseur qui est capable d'être titulaire, sauf qu'on a recruté Andersen et qui va mettre Andersen sur le banc, qu'on a recruté 25 millions. Est-ce qu'on va recruter un défenseur remplaçant, mais à ce moment-là, pourquoi vendre Marcelo? C'est pour ça que je sais pas si, effectivement, je suis assez d'accord avec Jo, je sais pas si le club va vouloir vendre Marcelo, quoi. Parce qu'en plus, c'est un mec d'expérience qui. Ouais, mais t'as une place extra-communautaire. C'est la place d'extra-communautaire aujourd'hui qui te coûte cher à l'OL. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais Mendes, qui tu peux pas larguer parce que il est invendable cet été au vu de son année. T'as Guimaraes qui vient d'arriver, et après t'as Marcelo et Marsal. Voilà. Sachant que justement, je pense que Marsal, à mon avis, il a plus de chances de partir que Marcelo. Parce que Marsal, on va dire qu'il a rien pour lui, c'est-à-dire qu'il a pas été bon ces derniers temps, et en plus de ça, il a souvent des problèmes de blessure. Donc clairement, l'OL, je pense que s'il y a un joueur, on va dire, pour lequel ils vont avoir envie de s'en débarrasser, c'est plutôt lui. Peut-être que Marcelo, ça va venir après, hein, mais je pense que Marsal va être la priorité, parce que comme tu le disais, il prend une place d'extra communautaire, et Johnny, étant donné qu'en plus il a un réseau plutôt brésilien, que la cellule de recrutement va avoir un peu de mal à s'installer, il est possible qu'il refasse ses courses du côté du Brésil. Ouais, mais du côté du Brésil, c'est un nom de défenseur central qui avait filtré, pas un nom de latéral gauche. Ah ouais, mais ça peut évoluer, ça c'est pas figé. Oui, non mais ça veut dire qu'il avait déjà des envies pour ce poste-là cet hiver, donc ça veut dire qu'il cherche à ce poste-là, et s'il cherche à ce poste-là, c'est forcément pour remplacer Marcelo et pas Marsal, quoi. Oui, après on verra. Je vois Cosa Nostra aussi qui parle de Solé. Solé joue-t-il à la pétanque? Alors moi pour te répondre, je t'avoue que de ce que j'ai pu entendre parler au sein du club et un peu autour, apparemment Solé il fait pas du tout l'unanimité dans le club. Il aurait une mentalité qui est un peu gênante. Et en plus, comme dit Olympique, il s'est fait les croisés, donc je pense pas qu'on risque de le voir en pro à Lyon, clairement. Il y a un autre joueur qu'on aimerait un peu moins voir partir, mais qui serait le plus enclin à être transféré. Ça reste quand même Oussem Aouar. Plusieurs pistes évoquées. Il y a la Juve, il y a le PSG, il y a le Barça, il y a City, il y a même Arsenal. Alors, question simple, on voit que pour Memphis Depay, tout le monde veut qu'il reste, c'est logique. Mais pour Aouar, est-ce que le club doit tout faire pour le garder? Pour moi, oui. Pour la bonne et simple raison que Olas en avait quand même fait son porte-fagnon, il disait que pour lui Aouar c'était un peu le porte-étendard de l'académie. J'ai l'impression qu'il n'est pas arrivé au bout de son histoire avec l'OL. Je pense qu'il a besoin de gagner quelque chose avec l'OL, Aouar. Après, c'est vrai qu'il a résisté aux sirènes de Manchester City l'été dernier. Il aura sûrement envie d'y aller cet été. Maintenant, on est dans un contexte économique où ça va être très dur de recruter. C'est un poste où il y a toujours de grandes difficultés à recruter. Les deux cumulés, je pense qu'aujourd'hui tu peux pas te permettre de perdre Oussem Aouar, parce qu'en plus ça t'oblige à retrouver un joueur expérimenté et qui va très vite s'acclimater parce que c'est pour être titulaire. Donc aujourd'hui, pour moi, tu dois garder Aouar tout simplement parce que tu n'arriveras pas à le remplacer de façon qualitative. Mais non seulement c'est un porte-fagnon et un joueur exceptionnel, mais en plus faut vraiment tout faire pour le garder, parce que si tu le vends cet été, ça risque fortement d'être au rabais en fait. Parce que avec le manque de liquidité qu'il y a sur le marché, avec des concurrents plutôt dépensiers comme Manchester City qui seront peut-être out des négociations à cause de la sanction UEFA,
Je vois pas comment on peut faire une vente record pour Aouar alors que c'est ton symbole et c'est ton joyau du centre de formation, peut-être jusqu'à Cherki, mais en tout cas pour l'instant c'est le joyau du centre de formation. Donc tu risques de faire une vente assez décevante finalement par rapport à ce que tu imaginais il y a 1 ou 2 ans. Donc pour moi c'est vraiment pas l'année. Si en plus on rajoute le fait qu'il est pas vraiment assez prouvé à Lyon, c'est vraiment pas l'année pour vendre Aouar pour moi. C'est vrai qu'il a fait une saison un poil décevante, en tout cas cette année. Là, il y a eu beaucoup, même sur Twitter, on voyait, hein, ça a beaucoup débattu. Il y en a beaucoup qui disaient que Aouar était un peu surcoté. Olas a parlé d'une clause, enfin pas une clause, mais il aimerait le vendre pour 70 millions. J'ai vu qu'Arsenal mettrait pas plus de 50 millions. Ça veut dire quand même qu'il y a contact, ça veut dire aussi qu'Olas veut peut-être le vendre. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je pense qu'aussi c'est dépendant des autres départs potentiels. On sait que Moussa Dembélé est un des départs, on va dire, les plus évidents. Ça rappelle un peu Tanguy Ndombele, on en parlait déjà depuis plusieurs mois avant, il était déjà sur le bon coin, entre guillemets. Là, on retrouve un petit peu ça. C'est-à-dire que s'il y a clairement un club qui met l'argent, voilà, Dembélé va partir, Dembélé ne semble pas non plus contre ça. Après, il y a le cas Memphis, forcément. Moi, j'imagine absolument pas l'OL vendre Dembélé plus Memphis plus Aouar. Donc, Non, tu si vendras pas les Dembélé part déjà, ça va dépendre finalement de Memphis. Si Memphis prolonge et que ça se passe bien, on peut imaginer que là, l'OL soit très attentif aux offres qu'il va recevoir pour Aouar. Parce que l'OL, mine de rien, là, on n'est pas sûr encore d'être en Ligue des Champions ou même en Europa League, il va falloir voir comment ça évolue. Donc une grosse offre, je pense que Jean-Michel Aulas ne peut pas l'ignorer financièrement. Et puis si jamais Memphis par contre devait ne pas prolonger ou que ça devait pas évoluer cette situation, là par contre je pense que Jean-Michel Aulas ferait le veto parce que ça pourrait être assez risqué de perdre autant de joueurs. Après, le mercato il va être très compliqué. Aouar, il y a 2 mois, t'arrives encore à le vendre 40-45 millions. En plus, il a un contrat longue durée qui court encore. Mais là, cet été, on ne sait pas comment vont être versés les droits télé. On voit qu'en Ligue 1, on tient à tout prix à finir la saison pour pouvoir toucher les droits télé. Comment ça va se passer en Angleterre? Est-ce que les TV vont quand même verser les droits ou pas? Et quand on sait l'importance des versements en Angleterre, ça veut dire qu'ils perdent quand même une sacrée somme. Aouar, il y a une des pistes principales, c'est City. City sont quand même encore sous enquête de l'UEFA et une possible interdiction de Ligue des Champions. Est-ce que Aouar partirait à Manchester City avec 2 ans sans jouer la Ligue des Champions? J'y crois moyen, sachant qu'en plus, il y a un autre paramètre qui a changé avec cette crise du Covid, c'est l'Euro. Il y a l'Euro 2021 à la fin de l'année. Aouar, s'il veut pouvoir avoir une chance de disputer l'Euro 2021, est-ce qu'il doit être remplaçant dans un gros club ou est-ce qu'il doit être titulaire à l'OL? Bon, avec Deschamps, on pourrait dire remplaçant dans un gros club. Mais dans la réalité des choses, normalement, il faut mettre titulaire et pouvoir jouer et t'exprimer, quoi. Bon, après, il a quand même un bon bagage à Lyon, donc ça jouera en sa faveur dans tous les cas. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu disais, Joe. Ça dépendrait, par exemple, du transfert de Dembélé. Je suis pas trop d'accord, parce que pour moi, Dembélé, c'est déjà acté, son transfert. Enfin, quand tu chopes Kadewere en plein milieu de l'année, c'est pas pour rien. Pour moi, Kadewere, il est là aussi pour remplacer un possible départ de Dembélé. Donc je pense que ça va être assez indépendant de ce transfert-là. Alors peut-être plus Memphis Depay, je pense à lui notamment parce qu'on en parle beaucoup. Mais je vois pas le cas Dembélé en tout cas être dépendant de celui d'Aouar et vice versa, tu vois. C'est l'accumulation en fait. C'est-à-dire que effectivement que Dembélé soit vendu ou non, en soi ça change pas grand-chose. C'est plus en fait si tu vends Dembélé plus Memphis plus Aouar, tu vends quand même, allez, peut-être tes 3 meilleurs joueurs quand même. C'est plus déjà le message que tu envoies aux supporters, le message que tu envoies même aux actionnaires aussi, et puis le message que tu renvoies aussi dans le groupe. On sait qu'un groupe, il faut quand même de la cohésion, tout ça. Est-ce que tu prends le risque finalement de prendre tes 3 leaders peut-être sportifs dans l'équipe? C'est plutôt ça, je pense, qui m'interpelle. Honnêtement, l'OL a rarement vendu 3 gros joueurs sur un même mercato, bon à part la saison dernière. Ouais, c'est ce que j'allais dire, on regarde les formes de la saison dernière et même il y a 3 ans avec Laka, Tolisso. Hein. Ouais, mais après, on a eu des offres assez exceptionnelles quand même pour les 3. Là, on sait que c'est un mercato assez particulier parce que les clubs vont moins prendre de risques. Je pense pas qu'il va y avoir des offres exceptionnelles sur le marché, donc non, franchement, je pense que ça va quand même être lié. Je vois pas l'OL vendre ces 3 joueurs-là. Surtout dans la situation actuelle où on cherche des repères.
ça serait très, très inquiétant honnêtement. Et sur un marché où tu vas sous-vendre en plus. Ouais, il y a sûrement ça. Mais en tout cas, plusieurs dossiers en termes de départ à Lyon. On en reparlera la semaine prochaine dans le prochain Let's Go, notamment du cas Memphis Depay. Dernier thème de ce soir, cette fameuse finale de Coupe de la Ligue contre le PSG, initialement prévue le 4 avril dernier. Après le discours d'Emmanuel Macron hier, plusieurs options, soit une finale à huis clos en juin, soit une finale avec public fin juillet. Alors, c'est quoi là le choix le plus opportun pour cette dernière finale de Coupe de la Ligue? T'en penses quoi toi, Mathias? Je pense que, quitte à pas être à la date prévue et au lieu de s'incruster dans un calendrier déjà surchargé pour juste un seul match qui peut largement attendre, je pense que autant on doit ne pas risquer d'être le match zéro d'une nouvelle vague, si jamais on devait ne pas le jouer à huis clos, mais une finale à huis clos, pour moi, ça doit être écarté direct. Et donc, dans l'hypothèse d'un match avec public fin juillet ou mi-juillet, autant ne pas risquer d'être le match zéro d'une deuxième vague en France, et donc reporter la finale à beaucoup plus loin, même peut-être au milieu de la saison 2020-2021. C'est pas grave en fait, puisqu'il n'y a pas d'autres coupes de la Ligue après, donc on peut très bien la faire plus tard quand le calendrier sera beaucoup plus libre. Et même pour la place européenne qui est en jeu, on peut la reporter à la saison d'après, puisqu'il n'y aura pas de place européenne attribuée par la Coupe de la Ligue. Donc, surtout si tu ajoutes au fait qu'il y a le paramètre des gens qui sont en vacances, je pense que vu qu'une finale c'est juste un match et que c'est super flexible, t'as pas de raison de l'annuler et tu peux la reporter plus loin, plutôt que de forcer à la mettre à tout prix en juillet avant août. Ouais, vous êtes d'accord? Vous pensez que c'est possible de mettre cette finale la saison prochaine, vous? Pas tout à fait, puisque celle de cette année, elle attribue encore une place européenne. Donc, quid de cette place européenne? Mais... tu l'as attribué par le championnat qui vraisemblablement devrait se finir, et la place européenne, par exemple, admettons que ce soit Lyon qui gagne et ne soit pas européen par le championnat en 2020-2021, tu leur donnes cette place d'Europa League. Je suis pas sûr que ce soit légalement jouable. Après, je suis d'accord avec toi sur un point, c'est que de toute façon en juillet, on vous l'affiche, les calendriers communiqués par l'équipe. Il y a la Ligue des Champions aussi qui va superposer sur le mois de juillet avec ce fameux tournoi à 8 équipes qui voudraient garder, donc c'est vrai que c'est assez difficile de la placer en juillet. Et une finale à huis clos c'est compliqué. Moi je serais pour, enfin c'est dommage mais je serais pour le fait de pas la jouer. On file la place européenne à Lyon puisque Paris est en Ligue des Champions. Mais dans ce calendrier là, je vois pas comment on peut venir parler d'une finale de Coupe de la Ligue si la priorité c'est de finir la Ligue 1 pour les droits TV. Finissons la Ligue 1 et puis la finale de Coupe de la Ligue c'était la dernière édition, voilà. À la limite tant mieux, elle restera dans la légende, ce sera la dernière édition et en plus on n'aura jamais joué la finale. C'est un côté un peu cocasse. Mais voilà, je pense que la saison prochaine pour moi elle aura plus d'intérêt parce que ce sera plus les mêmes équipes, t'auras plus les mêmes effectifs, t'auras une finale qui aura aucun sens par rapport à la compétition de cette année. Et la jouer sans spectateur, je trouve ça nullissime parce que déjà qu'on va jouer le championnat sans spectateur, ça me retourne les boyaux, mais alors jouer en plus une finale de Coupe de la Ligue sans les spectateurs, c'est absolument immonde. Donc voilà, annulons-la, elle restera dans les annales, on file la place européenne à Lyon et puis basta. Après, il y a une autre option, c'est aussi, il faut voir en fonction. Je suis pour rien, tout fonctionne chez moi. C'est bon, on est de retour. On est de retour. Ah d'accord. Vas-y, oui, tu peux reprendre. Ouais, j'étais en train de dire. Non, moi, l'idée, c'est que de toute façon, on a deux matchs à placer, donc qui sont la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. À partir du moment où on peut reprendre le championnat en juillet, si les conditions sanitaires le permettront, on pourra placer ces deux matchs dans le calendrier, à huis clos ou pas à huis clos, peu importe. Mais voilà. Après, si jamais le championnat ne peut pas reprendre à temps et qu'on est obligé d'annuler le championnat, faudra voir, toujours pareil, est-ce qu'il y aura une rechute par rapport au Covid-19, est-ce que les conditions sanitaires seront correctes. Mais après, on parle d'un match isolé à éventuellement placer sur un mois. Je pense que ça reste largement jouable. Et honnêtement, je pars quand même du principe que si on peut jouer cette finale, faut la jouer. Toujours pareil, si c'est
cohérent par rapport aux conditions sanitaires, quoi. Ouais, vous êtes tous à peu près d'accord avec ce qu'a dit Jonathan? Ouais, ouais. Ouais, globalement, enfin, il vaut mieux la jouer. Je pense qu'il faut la jouer quand même, parce que une Rien que finale, financièrement, ça se joue. ils préféreront en la plus. jouer que de l'annuler, quoi. Tout à Même à fait. huis clos. Après, avec public, sans public, je sais pas. Je préfère que ce soit avec public, hein, évidemment, mais faudra voir en fonction de la situation, enfin, comme tout le reste. Mais je pense qu'il faut la jouer quand même. Ouais, après, je vois Andigone qui dit la question qu'il faudra se poser, à quand un match avec du public? Bah voilà, c'est en fonction de ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir, ça parle de mi-juillet. Il est resté très flou à propos de cette Enfin, date, parce quand que tu vois les Allemands mi-juillet qui en parlent soi... de l'année prochaine, hein, les Allemands. Ouais, et puis ça veut rien dire en soi, mi-juillet, voilà, les Allemands ont parlé de huis clos pendant 1 an, donc je pense que les débats sont ouverts encore pendant des jours et des jours. Sur ce qu'a dit Emmanuel Macron, on se fixe sur le mi-juillet, et en effet, si à la mi-juillet, on peut pouvoir revoir de la culture et du sport, autant la jouer. Enfin, je pense personnellement, autant la jouer fin juillet, quitte à avoir un temps d'adaptation un peu plus faible pour Lyon et le Paris Saint-Germain, quoi. Donc ça veut dire que tu suspends, mais si t'arrives, tu vois, fin août, reprise du championnat, que t'as pas joué cette finale de Coupe de la Ligue, comment t'attribues ta place européenne? Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est là que tout se jouait tout à l'heure, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu aussi des rumeurs qui parlaient de donner directement la place de C3 à Saint-Etienne et Lyon, les deux finalistes des deux coupes, sachant que Rennes et le Paris Saint-Germain, eux, étaient dans tous les cas en coupe, puisqu'ils sont bien classés, quoi, par rapport à Lyon et Saint-Etienne. Ouais. Bah ouais, sauf que c'est pas tout à fait. Enfin, moi je me mets à la place de l'As, hein. Il dira même pourquoi on file alors qu'on n'a même pas pu la jouer. Nous, on Bah, de était toute en façon, finale, on méritait notre place européenne aussi. bien sûr, mais de toute façon, il y aura jamais de gagnant. Il y aura toujours un gagnant et toujours un perdant dans toutes les solutions, je crois bien. On voit bien que si là, ça fait une saison blanche, nous, on est content en tant que Lyonnais. Je prends l'exemple de Saint-Etienne qui est 17e, qui va, je pense, être heureux de voir une saison blanche arriver et de mettre cette 17e place dans l'oubli, tu vois. Donc, je pense que de toute façon, il va y avoir débat. Mais si, en tout cas, ça vient à vraiment relancer la culture et le sport à la mi-juillet sans huis clos, autant jouer cette finale, autant les jouer dans tous les cas. Et puis je pense pas que la qualification à des places européennes ce soit vraiment un obstacle parce que de toute façon, il faut pas oublier que la Coupe de la Ligue ça offre pas une place en Europa League mais une place au 3e tour préliminaire. Et de toute façon, eux ils vont sauter puisque enfin faut voir ce qu'on va en faire si on les joue en automne ou enfin plus tard dans l'été ou mais en tout cas ils se joueront pas à la date prévue puisqu'on finira les championnats au moment où ils étaient censés se jouer donc Enfin, il y aura quand même une date deadline donnée par l'UEFA pour inscrire les clubs aux compétitions. Donc tu seras dépendante de cette date-là de toute façon. mais en annulant les trêves internationales, tu peux tout chambouler. Après, je sais pas, faut voir ce qu'ils vont faire, mais tout va être chamboulé, donc tu peux partir de ce principe que ça aussi. Et donc, selon ce que va faire l'UEFA, c'est jouable de faire une finale de la Coupe de la Ligue, par exemple, à la même période qu'un trophée des champions. Ouais, perso, j'aimerais quand même pouvoir voir cette finale avec du public, hein. Ce serait quand même quelque chose de génial de gagner la dernière Coupe de la Ligue. Ouais, c'est la fin de cette première de Let's Gone. Merci à tous d'avoir joué le jeu sur le chat. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. On parlera notamment du mercato, des possibles recrues et du gros dossier Memphis Depay. Bonne soirée à tous et évidemment, restez chez vous. Salut, salut.